suite, le journal. Tout de suite, le journal. Très heureux, madame, monsieur, de vous savoir nombreux sur nos antennes pour ce nouveau numéro du journal présenté ce mercredi. Voici à présent les grands titres. À la une, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, marquée par les tensions avec le Rwanda, ainsi que la candidature de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. Et puis dans l'actualité, dans le cadre, plutôt dans le quartier Kaouka 2, l'avenue des écoliers qui mène vers le stade Tata Raphaël à Kalamou est dans un état de délabrement très avancé depuis près de 5 ans, malgré le fonds décaissé avant les Jeux de la francophonie pour sa réhabilitation et la récente descente du ministre des Infrastructures. Aucun travaux n'ont été engagés aux grandes dames des habitants. Et voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en séjour avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Cet échange a permis de réaffirmer l'engagement de la France en faveur du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo dans un contexte de sécurité préoccupant marqué par l'occupation militaire de certaines localités de l'Est de la RDC par le Rwanda. Ces discussions ont également porté sur la prochaine candidature de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis réunis le mardi 24 février pour évaluer les sanctions engagées dans le cadre de la feuille de route de les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani, Louatum Kabamba des Mines et son inspecteur général ont dressé un premier bilan des luttes contre la fraude minière. Si des avancées sont enregistrées en matière de traçabilité, l'exploitation illégale persiste. Le gouvernement congolais annonce un nouveau plan d'action pour réaffirmer l'autorité de l'État dans les zones minières. Nelly Kapinga nous fait le point. Aujourd'hui, autour du VPM de l'Intérieur, c'était réunir la commission de lutte contre la fraude minière et faire un état des lieux ou une évaluation des actions qui avaient été reprises dans la feuille de route, sur la feuille de route qui avait été convenue fin de l'année passée, savoir où on en est et qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire. Bien entendu, il y a encore énormément à faire. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été accomplies sur le terrain, mais il faut encore aller plus vite et encore faire encore plus. Parce que aujourd'hui, nous avons cette problématique avec les artisanaux. Nous avons des creuseurs artisanaux et des coopératives qui sont tout à fait honnêtes et responsables et qui ne demandent qu'une seule chose, travailler en conformité avec la loi. Mais nous avons également la problématique de tous ces envahissements illégaux sous le label de l'artisanat minier, mais qui amènent des grosses machines et qui vont dans les zones concédées et qui font des exploitations tout à fait illicites et illégales. Nous avons convenu d'un plan d'action très offensif pour pouvoir mettre fin à cela. Je crois que dans les tout prochains jours, on verra des actions concrètes se réaliser. Nous saluons la nomination par le chef de l'État récemment de l'inspecteur général de mines qui se joint à notre
à notre lutte contre cette fraude minière, pour pouvoir remettre les industriels dans leurs droits, pour pouvoir sécuriser les artisanaux, les coopératives qui sont en règle par rapport à la loi, et mettre fin à ce fléau d'envahissement des sites miniers et remettre de l'ordre dans ce secteur. Voilà, c'est ça qui était l'essentiel des discussions d'aujourd'hui. Devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le ministre congolais des droits humains Samuel Mbemba Kabouya a appelé à des sanctions contre le président rwandais Paul Kagame, accusé par Kinshasa d'être impliqué dans les violences et les pillages des ressources dans l'est de la RDC, s'appuyant sur un rapport officiel documentant une année d'occupation à Goma, Bukavu et dans leurs environs. Il a dénoncé des exactions massives et exhorté à la communauté internationale à passer des constats aux actes. Suivez. Mesdames et messieurs, à la suite de notre déclaration lors du segment de haut niveau, nous voulons aujourd'hui mettre à votre disposition le rapport qui a été publié le 21 février 2026 par le ministère des Droits humains. Il s'agit d'un rapport qui contient des chiffres glaçants. Mais je voudrais d'abord rappeler que c'est un rapport qui a été élaboré par la consolidation des différents rapports, notamment les rapports des experts des Nations Unies et les rapports des ONG qui sont à Goma, Bukavu et environ. Ce rapport concerne les 12 mois d'occupation de Goma, Bukavu et environ. Et là-dedans, il se trouve qu'à l'heure actuelle, nous comptons 17 015 morts, 3 kilos de coltan. Alors quand vous calculez 3 kilos de coltan pour 30 000 personnes par jour, vous en avez, parce que 1 kilo coûte $70 maintenant au Baya, vous en avez sur 12 mois un chiffre de 2 milliards 299 millions de dollars. C'est énorme. Et ceux qui ne font pas ce que les forces rwandaises demandent sont exécutés. Dans l'actualité, le ministre délégué aux anciens combattants et les Intamboués et les autorités provinciales s'accordent désormais sur l'érection prochaine d'un monument dédié aux anciens combattants à Lubumbashi, un projet symbolique qui ambitionne d'ancrer durablement les devoirs de mémoire au cœur de la capitale du cuivre. Juvenal Lundissa nous en dit plus. À Lubumbashi, un monument dédié aux anciens combattants verra bientôt le jour sur la place Square, en plein centre-ville. Le projet est le fruit d'un compromis trouvé entre le gouverneur intérimaire dit Okatanga et le ministre délégué aux anciens combattants Eliezer Ntambwe lors de son récent séjour dans la capitale cuprifère. De retour à Kinshasa, le ministre a échangé ce mardi avec l'artiste et collectionneur Oscar Manikunda, promoteur du label Haussmann, pour harmoniser le vu autour de ce vaste projet mémorial et bénéficier de son expertise artistique et historique. Où nous voulons avoir un monument, parce que toutes les cérémonies désormais des anciens combattants se feront là-bas. Alors, à vous de voir comment vous devez mixer pour donner pas l'aspect trop colonial. Il ne faut pas que ça paraisse militaire. Parce que si vous voulez faire autre chose, ça risque d'apparaître un monument des militaires en fonction. C'est la place des anciens combattants. Il faut que ça soit un peu antique, mais avec un monument qui s'impose, qui montre la force en fait. Au cœur d'un univers marqué par les œuvres monumentales et un riche patrimoine culturel, le ministre s'est dit impressionné par la créativité de l'artiste. Ému par la confiance placée en lui, Oscar Manikunda a salué une initiative porteuse de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui ont servi la nation. Je réalise avec mon équipe, entre autres, des monuments géants d'œuvres d'art.
Son Excellence est venu pour s'inspirer de l'expertise de cet atelier en vue d'envisager, n'est-ce pas, la réalisation des œuvres qui représenteraient les combattants. C'est des anciens donc, qui ont lutté soit dans la force publique ou de manière générale dans l'armée nationale. Voilà. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour moi-même bien entendu et surtout pour l'équipe qui m'accompagne. Nous évoluons toujours dans l'ombre, mais c'est toujours un plaisir de recevoir un membre du gouvernement, surtout celui qui s'occupe, qui est en charge des anciens combattants. Donc, le ministre, pour sa part, insiste sur la nécessité d'avancer rapidement afin de concrétiser ces symboles forts en hommage aux anciens combattants. Un projet appelé à marquer durablement le paysage urbain de Lubumbashi. Renforcer la cohésion, la coordination et l'efficacité de la société civile dans sa contribution au processus de dialogue, à la sensibilisation des populations et à l'ancrage d'une paix durable constitue un enjeu majeur. Dans cette perspective, le cadre de concertation de la société civile a organisé le mardi 24 février dans la salle de conférence de la MONUSCO, un symposium qui a réuni plusieurs acteurs de ces réseaux. Grâce Chabi. Placé sous les thèmes « Unir les forces de la société civile pour une cohésion renforcée et une action collective efficace », les symposiums de la société civile de la RDC, organisés par le cadre de la concertation nationale de la société civile, s'est voulu un cadre de réflexion pour consolider l'unité et la synergie d'action des acteurs sociaux. La rencontre a réuni plusieurs figures majeures autour de la promotion du dialogue inclusif, du renforcement de la coordination et de l'impact des actions en faveur de la paix, du vivre ensemble et du développement durable. Parmi les panélistes, l'opposant congolais Martin Fayulu a partagé sa vision sur la cohésion nationale. Réunis autour d'une table, mais d'un dialogue national véritable, où chaque composante de notre société trouve sa place et fait entendre sa voix. L'inclusivité ne pas un slogan. C'est un principe fondamental. Notre pays est vaste, divers, pluriel. Des grandes villes aux territoires ruraux, des provinces de l'Ouest, aux régions meurtries de l'Est, chaque composante porte une part de la vérité nationale. De son côté, la chef de la MONUSCO a rappelé la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Les objectifs du mécanisme comprennent le suivi de la mise en œuvre des accords de paix et des engagements, la facilitation ou la médiation des processus de résolution pacifique des conflits sociopolitiques, y compris ceux de nature communautaire, la sensibilisation aux avantages de la paix, l'appui à la reddition des groupes armés locaux ou encore la réconciliation nationale, la cohésion sociale pour un développement socio-économique durable et inclusif. La coordonnatrice nationale du cadre de concertation nationale de la société civile s'est, pour sa part, réjouie de la mobilisation. C'est une rencontre qui a réuni toute la société civile. Okay? Alors, l'objectif était de nous unir, nous renforcer nos forces, réfléchir comme un seul homme sur le dialogue qui se pointe à l'horizon. Pour que, enfin, la société civile, comme doit apporter une seule voix. À la clé, une volonté affichée d'élaborer une feuille de route commune pour la paix, la cohésion nationale et le développement durable. Mort du porte-parole militaire du mouvement rebelle Willy Ngoma par les frappes des drones aux alentours des Roubaya, peut-on s'attendre à une issue favorable des pourparlers des Doha, quid du dialogue national dont les consultations ont été déjà entamées. Le politologue Christian Moleka craint l'instauration d'un climat de méfiance entre les deux parties protagonistes. On l'écoute dans cette interview accordée à Héritier Chako.
L'assassinat de Willingoma peut justifier la reprise des combats par les 1-23. Et donc à ce stade-là, il y aura une forme de trêve diplomatique, de bémol, sur les procès diplomatiques et les combats vont reprendre le dessus. La deuxième hypothèse, c'est que l'assassinat serve d'escalade verbale, comme on le subit on le connaît depuis quelques temps, entre gouvernement et 1-23, en se jetant chacun la responsabilité, mais qu'au-delà de l'escalade verbale, on n'aille pas une reprise des combats, mais plutôt des appels à l'apaisement, particulièrement des partenaires extérieurs. Et donc dans cette hypothèse-là, éventuellement, ça peut redonner une somme de continuité à Doha. Mais quoi qu'il en soit, cet assassinat va impacter les climats de discussion. Parce que dans un environnement maintenant de méfiance renforcée, il y aura suffisamment de méfiance entre les parties pour continuer les processus diplomatiques. Je crois que la question va au-delà de sa propre personne. Le fait qu'il soit assassiné va peut-être radicaliser certains des éléments du 1-23. Et particulièrement, cette radicalisation peut réduire les marges des approches négociées, notamment d'aller vers le dialogue, ou peut augmenter les conditionnalités en termes de garanties sécuritaires, en termes de garanties d'engagement des parties pour aller vers un dialogue. Maintenant, est-ce que c'est un élément déterminant pour rompre tout processus diplomatique? Je crois qu'à ce stade, c'est loin de se réaliser. Ça va peut-être refroidir la portée des négociations, ça peut reporter les initiatives de paix, ça peut ramener vers plutôt un retour d'offensive sur le terrain, mais ça ne va pas à ce stade éliminer totalement une possibilité diplomatique qui du reste est portée par la pression extérieure, notamment de Washington et de Doha. Réouverture de la frontière Burundi-RDC, la Direction générale des migrations DGM signale que la population en provenance de Burundi pour regagner les territoires congolais reste élevée par rapport aux entrées et les activités commerciales s'élèvent progressivement. Suivez notre confrère Moutangani Laïs Joseph depuis Uvira. 3 jours après la réouverture du poste frontalier de Kavimvira, le mouvement de rapatriement volontaire des Congolais se poursuit. Selon une source au sein de la Direction générale des migrations DGM, l'afflux des personnes en provenance du Burundi vers Uvira reste largement supérieur au départ. En moyenne, près de 1500 personnes par jour franchissent la frontière pour regagner le territoire congolais. En revanche, le nombre de voyageurs quittent Uvira en direction du Burundi demeure très limité, ne dépassant pas 100 personnes par jour. Sur le plan économique, les signes de reprise sont visibles. À Gatumba comme au Bujumbura, les activités commerciales tentent progressivement de se relever après la période de fermeture. Les premiers transitaires ont pris la route, notamment ceux dont les véhicules étaient bloqués au Burundi, mais aussi ceux qui se trouvaient en transit en provenance des pays étrangers. Du côté d'Uvira, les petits commerçants ont déjà renoué avec leurs activités. Toutefois, certains font face à des difficultés liées au manque de documents migratoires, à savoir CPGL, ce qui ralentit encore certains échanges. La retombée directe de cette reprise des flux commerciaux, les prix de certains produits commencent à baisser sur le marché d'Uvira. La farine importée du Burundi ainsi que d'autres denrées alimentaires affichent déjà une diminution notable, c'est 3 jours après la réouverture officielle de la frontière. La situation évolue donc progressivement vers une normalisation, même si des défis administratifs et logistiques subsistent. Dans le reste de l'actualité, la clinique d'ophtalmologie d'Anna Solidaire a baissé les rideaux de sa campagne de chirurgie de la cataracte par technique phaco laser organisée du 23 au 25 février. 3 jours d'intervention intensive marqués par des témoignages émouvants des patients retrouvant la vue et saluant le professionnalisme d'une structure qui se veut la pointe de l'innovation médicale dans la capitale congolaise. Juvenal Lundissa et Dorifor Mayele.
À Kinshasa, la clinique d'ophtalmologie d'Anna Solidaire a clôturé sa campagne de chirurgie de la cataracte par technique phaco-laser organisée du 23 au 25 février. 3 jours d'intervention intensive marqués par une forte affluence et surtout par les soulagements de patients opérés. Je suis Dr Ali Zawali, je suis spécialiste dans la chirurgie du segment antérieur, c'est-à-dire la chirurgie de la cataracte, du glaucome, de la cornée et dans le kératocon, les petits régions, même dans la chirurgie du strabisme. On est ici pour donner tout ce qui est de technologie nouvelle pour la population de Kinshasa et de la République du Congo de façon générale. Auparavant, on a opéré les cataractes par incision très longue avec des fils, des sutures et tout, mais maintenant on fait une chirurgie de pointe qui se fait en Europe, aux États-Unis, au Japon et tout. On a ramené les nouvelles technologies ici à Kinshasa avec un appareil de phaco-emulsification. Alors l'incision, on n'a pas besoin même d'une suture et la chirurgie peut durer à peu près aux alentours de 10 minutes et le malade peut récupérer dans les jours qui suivent la chirurgie de la cataracte. Située dans la commune de la Gombe, au rez-de-chaussée de nouvelles galeries présidentielles, cette structure moderne s'est donnée pour mission de rendre accessibles des soins ophtalmologiques de pointe. La technique phaco-laser, reconnue pour sa précision et sa rapidité, permet une intervention sécurisée avec un rétablissement accéléré. Au terme de la campagne, plusieurs patients n'ont pas caché leur satisfaction. Certains évoquent une nouvelle vie, d'autres saluent le professionnalisme et l'accueil du personnel médical. Pour beaucoup, cette opération représente bien plus qu'un acte chirurgical. Elle marque la fin d'années de vision altérée. Non, je suis très heureux parce qu'il faut dire que le tableau là, je ne savais pas le lire. C'était difficile pour moi, je craignais pour mon avenir professionnel. Là, je vais rentrer tout joyeux, je sais que je vais vraiment travailler et je reviendrai dans les 2 mois pour l'autre. Vraiment. Merci. Tozakina maman nangai, azai na problème à misu. Totamboli vraiment babisiki ebele. Mais tokendaki ti na ba hôpitaux oyo minene ya Kinshasa oyo pe na koki kotanga ba kombo nango te. Ba docteur wana mususu babi bazali limité nde baloba na biso tokena otomeka na solidaire total soki résultat aux andeni. Mais tant tu es na solidaire parce que maman makamune a misu oyo esali presque 5 ans. Vraiment solution palpable les agité. Mais tant tu es na solidaire nde to bandi komona amélioration ya vision à maman. Pour awume na ba problème oyo. La direction de la clinique se félicite de son côté du bon déroulement des interventions et réaffirme sa volonté de poursuivre ces initiatives similaires afin de lutter contre la cécité évitable en République démocratique du Congo. Et pour finir en société, l'avenue des Écoliers qui mène vers le stade Tata Raphaël. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, plus précisément dans le quartier Kaouka 2, est restée depuis près de 5 ans sans être réhabilité malgré les décaissements de fonds alloués à ces travaux publics avant la francophonie. Récemment, le ministre des Infrastructures avait également effectué une descente, mais jusqu'à-là, rien n'est fait et cela inquiète les habitants de ces quartiers. Suivez. Le mauvais état de l'avenue des Écoliers à Kaouka 2 dans la commune de Kalamou devient de plus en plus inquiétant. L'eau stagnante qui a envahi la voie publique rend la circulation quasiment impossible, tant pour les élèves que pour les automobilistes. Selon certaines sources, une somme importante aurait été décaissée pour les travaux de réhabilitation à l'occasion du 9e jeu de la francophonie. Malgré cela, cette avenue demeure à l'abandon. Pilor, avenue Oyo et Salama. Mais la carte avenue Oyo, les lots donc banda francophonie. Si c'est 3 ans, 4 ans. C'est là, Nabiso, et Zaïki, moi, 75% y a bien. Naye, balongo l'ignoso, les lots bâtis sont à Maboulou. Maboulou bâtis Gabiso, nous allons ça la marate. Nous allons ça la mate, naye, Mabogi sous Mabanga. Mabanga ngo, car nenge zabu, botala ngo mboule beti, botala mboule beti. Mboule beti,
ndenge toloba boye avini eza mai plein bana classe koyeba kotana ekole oyo ya biso senja bendimas eza te leta talela biso likambo oyo ministre ye moko ayaki awa na honorable Géry Bikala depuis baya tozomona ata eloko te tosengi ministre yebisa société oyo ezosala mosala oyo baya bakontinue mosala na bango. Signalons que récemment, lors de sa descente sur le terrain, le ministre des Infrastructures a visité cette artère accompagné du député national Géry Bikala. De son côté, la population reste impatiente et attend la réhabilitation effective de cette avenue. Voilà, c'était là le tout dernier élément et prenons à présent les rappels des principaux titres. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, marquée par des tensions avec le Rwanda ainsi que la candidature de la RDC au poste du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis dans le quartier Kaouka 2, l'avenue des écoliers qui mène au stade Tata Raphaël est dans un état de délabrement très avancé depuis près de 5 ans, malgré les fonds décaissés avant les Jeux de la francophonie pour sa réhabilitation et la récente descente du ministre des Infrastructures. Aucun travaux n'ont été engagés aux grandes dames des habitants. Ainsi s'achève cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le même plaisir de vous informer sur nos antennes. Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir et à très bientôt.